Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Depuis le début de cette saga estivale, je vous raconte une histoire où l'homme est victime. Des hommes, des femmes, des enfants emportés par la gueule béante d'une bête féroce, née de cauchemars et nourrie par les angoisses d'un siècle déjà troublé. Mais aujourd'hui, je vais emprunter un autre chemin. Vous m'avez déjà un peu vu le prendre dans le dernier épisode. Il est plus sombre, plus dérangeant sans doute, car cette fois, il ne sera pas question d'animaux monstrueux surgis des ténèbres de nos forêts, mais d'une horreur d'autant plus glaciale qu'elle serait humaine. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui la piste des sadiques. Entre 1764 et 1767, le Gévaudan est une terre ravagée par une peur indicible. Pendant des années, les récits se suivent et se ressemblent tragiquement. Des victimes surprises en plein jour, égorgées, démembrées, parfois même décapitées. On accuse une créature, une bête monstrueuse, que personne ne parvient jamais vraiment à décrire précisément, mais que tous redoutent comme un démon échappé des enfers. Pourtant, vous l'avez entendu dans les épisodes précédents, très vite certains faits ne collent pas avec la version officielle. Trop précis, trop étrange, trop humain peut-être. Mais ces détails, curieusement, personne ne s'y attarde vraiment à l'époque. On préfère les taire, les ignorer. Et comme je vous le disais dans l'épisode 9, c'était facile d'accuser un gros loup, il ne fallait pas vraiment chercher plus loin. Quand c'est la crise, on cherche un coupable à blâmer, c'est tout. Comme si la vérité, une autre vérité, plus dérangeante encore, n'avait pas le droit de citer dans cette histoire à la lisière de la légende. Dans ses mémoires, l'abbé Pourchet rapporte plusieurs épisodes troublants, parfois ignorés par d'autres historiens, parce que jugés trop invraisemblables, trop effroyables pour être vrais. Mais vous me connaissez, moi mon but, c'est d'aller déterrer même ce qu'on veut pas dire. Et peut-être que ça ne mènera nulle part, mais dans le doute, je vous le raconte quand même. Le 7 avril 1765, Gabrielle Pélissier, une jeune fille de 17 ans, est attaquée à Laclose, au sud de Rodez, dans l'actuel Aveyron. Son corps est retrouvé dans un bourbier, mais pas abandonné au hasard. On peut lire dans les textes de Pourchet « Lorsque la bête l'eut mangé en partie, elle arrange au milieu d'un bourbier si bien ses os, sa tête coupée, qu'elle couvrit de ses habits et de son chapeau, que quand on vint la chercher avant qu'il fût nuit, on la crut endormie. » C'est ce qu'a apparemment relaté un témoin contemporain de l'affaire de la bête. Ce détail, ce macabre agencement, est-il l'œuvre d'un animal sauvage, ou bien au contraire le signe glaçant d'une main humaine, celle d'un homme dissimulé derrière l'ombre devenue bien commode de la bête? Cette mise en scène effroyable n'est pas isolée. Le 19 mai de la même année, la femme Barlier, 45 ans, est retrouvée morte à Cervillange, à quelques encablures de Saugues. Là encore, le spectacle est sordide, inimaginable pour une simple attaque animale. Son tronc, décapité, est retrouvé posé contre une muraille, recouvert soigneusement de son manteau. Et dans la nuit, alors que le village se rassemble autour de la dépouille, des cris résonnent à proximité, plaintifs, parfaitement imités, comme si la bête elle-même venait pleurer ses victimes à la façon d'un humain. Ces récits, aussi incroyables qu'ils puissent paraître, viennent directement des lettres écrites par les témoins de l'époque, donc pourquoi les avoir ignorés si longtemps ? Pourquoi avoir choisi de croire seulement en une bête sauvage, au lieu de se poser la question d'une possible main humaine derrière ces atrocités ? Mais attendez, c'est pas fini, on continue. Le 21 juillet 1765, c'est le petit Biscarat, âgé de 9 ans seulement, qui est enlevé sous les yeux sombres mais impuissants du Gévaudan. Sa mère, ne le voyant pas revenir des champs, où elle l'a envoyé un peu plus tôt, finit quand même par s'inquiéter et décide de partir à sa recherche. Sur le chemin, elle retrouve d'abord les sabots de l'enfant, abandonnés là comme un début de piste.
Puis, plus loin, dans un pré, des lambeaux de chemise apparaissent, puis les vêtements du petit qu'elle reconnaît formellement, soigneusement dispersés, jetés çà et là, comme si quelqu'un avait voulu se débarrasser méthodiquement des indices de son passage. Le corps de l'enfant, retrouvé finalement plusieurs jours plus tard, est complètement nu. Une cuisse arrachée, l'autre rongée, le visage mutilé, le cou disloqué. Comment ne pas y voir, là encore, une volonté perverse, un acte prémédité, méticuleux, où rien n'a l'air d'être laissé au hasard? Et ce détail d'ailleurs des vêtements dispersés jetés tout au long du chemin évoque bien plus les gestes précis et calculés d'un assassin humain que le comportement sauvage et instinctif d'un fauve ou d'un loup, vous en conviendrez. Aucun animal ne s'amuserait à semer ainsi des indices éparpillés dans son sillage comme autant de miettes destinées à être retrouvées. Le 8 septembre de la même année, une jeune fille de 12 ans enlevée à la Vachellerie près de Polack offre un spectacle tout aussi troublant. Là encore, ses vêtements sont retrouvés par morceaux tout le long du chemin. Des traces sanglantes ponctuent le trajet jusqu'au cadavre, abandonné dans les bruyères, entièrement dévêtu. Aucun animal n'aurait pris le temps, ni même n'aurait pu, déshabiller une victime avec une telle minutie. Si ? Et pourtant, personne à l'époque ne semble vouloir s'attarder sur ce détail qui aujourd'hui peut paraître plus que révélateur. Il y a aussi ces cas plus étranges encore, plus violents, où l'on retrouve des corps clairement décapités. Les archives font état d'au moins 14 victimes retrouvées la tête tranchée nette. Un geste que la simple mâchoire d'un animal sauvage ne pourrait raisonnablement pas accomplir. Un garçon de 16 ans est surpris à proximité de sa maison le 1er janvier 1765. La bête lui tranche proprement la tête avant de déplacer son corps avec précaution jusqu'à une prairie voisine. Là, elle arrache un bras et s'enfuit avec le membre en guise de trophée. Décidément, cette bête a plus d'un tour dans son sac. Le 21 juin, une double attaque ensanglante la région. D'abord, un garçon de 12 ans est décapité, puis quelques heures seulement après, près de Sauzet, une femme de 50 ans subit le même sort. La bête emporte, dit-on, leur tête et l'un de leurs bras à chaque fois. Le détail interpelle un peu. Comment un animal, aussi puissant soit-il, aurait-il pu emporter dans sa gueule à la fois une tête et un bras humain sur une telle distance ? La réponse dérange. Peut-être tout simplement parce que ce n'était pas la bête qui opérait ces décapitations, mais bien un homme dissimulé dans l'ombre de cette créature, profitant du chaos ambiant pour assouvir ses pulsions morbides. Qu'on y croit ou pas, en tout cas, la question se pose. Les spécialistes le confirment d'ailleurs, aucun canidé, fût-il hybride ou surdimensionné, ne tranche des têtes nettes. Ça, c'est l'œuvre d'une lame. Les loups, comme beaucoup d'animaux sauvages, lorsqu'ils s'attaquent à une victime, commencent toujours par les viscères ou en tout cas les parties les plus tendres. Jamais ils ne s'attaqueraient d'abord au cou forcément ou directement à la tête pour la détacher. Or, tous les rapports officiels mentionnent explicitement des décapitations. La froideur de ce geste évoque sans aucun doute la présence d'une lame aiguisée tenue par une main humaine, habile mais surtout déterminée. Mais pourquoi n'a-t-on pas poussé l'enquête plus loin ? Pourquoi aucune autorité de l'époque n'a envisagé ouvertement, de manière judiciaire je veux dire, cette piste humaine, pourtant évidente dans certains cas ? La réponse tient peut-être justement dans cette réalité trop dérangeante. Accepter l'existence d'un assassin humain, d'un meurtrier méthodique dissimulé parmi la population du Gévaudan, aurait été bien plus terrifiant et déstabilisant pour les esprits que de croire en l'existence d'une créature fantastique et démoniaque, peut-être échappée tout droit de l'imagination populaire. Bon, ces questions, bien sûr, à l'époque, personne ne se les pose clairement, ou en tout cas, personne ne veut les entendre. Et pourtant, au cœur même de ces crimes terrifiants, certains récits vont encore plus loin dans l'horreur humaine. On raconte ainsi des scènes tellement invraisemblables qu'elles semblent sortir de l'imagination la plus perverse. Mais ces scènes existent, ou en tout cas elles ont l'air d'avoir existé, elles sont relatées noir sur blanc dans les témoignages contemporains retrouvés par l'abbé Pourchet. Parmi ces récits, celui de la petite Agnès Mourgue, retrouvée morte à Marcillac le 21 décembre 1765, me fait froid dans le dos. Cette fillette de 11 ans gardait tranquillement des bestiaux dans les champs communaux, à proximité du village.
Les paysans des alentours, occupés à surveiller leurs propres troupeaux, remarquent soudain les animaux affolés d'Agnès, dispersés comme après une attaque. Intrigués, ils se rapprochent rapidement de l'endroit, et ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Le corps de la petite Agnès gît là, entièrement dénudé, ses vêtements éparpillés autour d'elle, et sa tête clairement tranchée repose à quelques mètres seulement du tronc. Son corps est mutilé, épaules et poitrine dévorées, et il lui manque la moitié d'une jambe. Pouf, plus de mollet. Or, entre le moment de l'attaque et la découverte du cadavre, les témoins s'accordent à dire qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un quart d'heure. Un temps trop court pour imaginer qu'une bête sauvage ait pu déshabiller entièrement une victime et procéder à une telle mise en scène macabre. Un fauve affamé n'aurait jamais perdu de précieuses minutes à dépouiller complètement un corps humain de ses vêtements, qui en plus de ça ne semble pas du tout avoir été arraché avec les dents. La précision de la décapitation est pour eux sans équivoque. Une main humaine est intervenue ici, un esprit pervers tirant profit du climat terrible qui s'étend sur la région depuis 1 an. Cette idée d'un meneur humain derrière la bête, le docteur Puech le développe minutieusement dans un texte de 1911, qu'était la bête du Gévaudan, et il en parle également dans un autre texte de 1903, retrouvé dans un mémoire de médecine de Montpellier. J'ai heureusement pu les retrouver et les lire avec attention. Selon lui, il ne s'agit pas d'un seul homme, mais d'un duo monstrueux, c'est la fameuse piste des sadiques. Pour lui, d'un côté, il y a un personnage de haut rang, un noble pervers se réjouissant secrètement du chaos qu'il a lui-même orchestré depuis l'ombre. Ça pourrait coller avec notre piste de Morangiès d'ailleurs. Et de l'autre côté, un complice de terrain, un peu dégénéré, sanguinaire, exécutant aveuglément ses ordres macabres, guidant ou accompagnant une bête dans ses attaques terrifiantes. Et là, pour le coup, ça collerait avec la théorie d'Antoine Chastel. Donc vous avez bien entendu, Puech ne dit pas qu'il n'y a pas de bête, mais simplement qu'elle n'agit pas seule. D'ailleurs, un certain nombre d'apparitions inquiétantes rapportées par les habitants viennent nourrir cette hypothèse humaine. 2 femmes des Escures, près de Montauban, en se rendant à la messe un dimanche de janvier 1765, croisent un homme étrange, grand, bourru, le corps couvert de poils, dont l'apparence à elle seule suffit à les pétrifier sur place. Cet homme les accompagne un moment en silence, puis disparaît brutalement juste avant que la bête ne frappe à proximité. Coïncidence ? Peut-être. Mais quelque temps plus tard, à l'autre bout du Gévaudan, près de Saugues, d'autres femmes décrivent la même silhouette, portant cette fois un fusil rouillé, affirmant vouloir tuer la bête. Pourtant, elles aussi sont saisies d'une peur panique, allant jusqu'à refuser de passer par le bois où l'homme voulait les conduire. Quelques instants plus tard, on apprendra que la bête rôdait précisément dans ces bois. Encore une fois, la coïncidence est troublante. Mais que penser alors de l'histoire d'un surnommé Bégou, un paysan de Montajoux dans la paroisse de Venteuge ? Un matin très tôt, il sort de chez lui persuadé d'être en retard. Il aperçoit alors distinctement, à la lueur blafarde de la lune, un homme immense et velu, raconte-t-il, baignant son corps poilu dans la rivière voisine. Alors que Bégou observe avec stupeur cette étrange scène, l'homme, se sentant probablement épié, bondit hors de l'eau. Et devant les yeux terrorisés de Bégou, ce personnage aurait changé subitement de forme pour devenir, la bête elle-même. Bon, là on retourne sur notre piste du loup-garou, et j'avoue, je peux pas vous dire que c'est ma préférée, parce que j'aime pas vous mentir. L'imagination populaire y voit bien sûr une preuve évidente que la bête du Gévaudan est un loup-garou, un être mi-homme, mi-animal. Mais derrière cette explication surnaturelle facile, se cache peut-être une vérité plus froide et plus réaliste. Bégou aurait-il simplement surpris le complice humain de la bête, dissimulé derrière un déguisement sordide, ou se baignant avec l'animal complice à ses côtés ? Ce complice humain d'ailleurs, certains le nomment clairement. Antoine Chastel, fils cadet de Jean Chastel, figure ambiguë et inquiétante que nous avons déjà croisée dans les épisodes précédents. Ces témoignages, trop précis pour être totalement inventés, trop dérangeants pour avoir été pris au sérieux à l'époque, dessinent progressivement une autre vérité, celle d'une histoire humaine plutôt qu'animale, dissimulée derrière la figure commode d'une bête monstrueuse, surgie des ténèbres d'un cerveau collectif. Alors, derrière la créature tant redoutée, se cacherait-il bel et bien une ou plusieurs figures humaines, parfaitement conscientes et méthodiques, ou quelques sadiques aux pulsions monstrueuses ?
C'est ce que démontre encore plus clairement le docteur Puech lorsqu'il insiste sur l'impossibilité biologique pour un animal, même féroce, de décapiter ses victimes avec la précision d'une lame tranchante. Bon, sans douter un peu, mais un loup ou un chien sauvage, une hyène même, aussi puissante que soit leur mâchoire, ne trancherait jamais une tête nette, parfaitement détachée, encore moins abandonnée à quelques mètres du corps, intacte ou presque, rongée parfois avec minutie. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit à plusieurs reprises aux alentours des villages du Gévaudan. Dans le cas de ces victimes, la décapitation semble souvent avoir été le premier geste, le geste prioritaire, comme si l'objectif n'était pas de se nourrir, mais bien de mutiler. Puech avance même une hypothèse sur la manière dont pourraient se dérouler les attaques. Sitôt que l'animal avait attaqué une victime, la tuant ou la neutralisant, l'homme caché dans l'ombre surgissait pour procéder à des mutilations, prenant des trophées macabres, parfois abandonnés à quelques pas, parfois emportés un peu plus loin ou complètement disparus. Et lorsque des paysans horrifiés découvraient ces cadavres mutilés, ils ne pouvaient que constater les atrocités sans imaginer un instant la présence d'un assassin humain, tant la croyance dans la culpabilité exclusive de la bête était déjà solidement ancrée dans les esprits. D'ailleurs, ça c'est pas mentionné nulle part, mais le côté nudité des victimes me dérange un peu personnellement, pas vous ? J'imagine bien qu'en 1765, personne ne s'est dit qu'un pervers pouvait violer aussi certaines victimes, mais aujourd'hui, avec notre œil actuel, ça ne me paraît pas improbable. Mais bon, je pose ça là. Le docteur Puech souligne que la plupart des victimes ont été attaquées sur des pâturages, des terrains rocailleux ou herbeux, des lieux où les empreintes humaines ne laissent quasiment pas de traces visibles. Et lorsque des paysans affolés venaient de découvrir un cadavre atrocement mutilé, leur premier réflexe n'était évidemment pas de préserver les indices potentiels de la scène de crime. Ils piétinaient, s'effondraient près des corps, détruisaient involontairement tout ce qui aurait pu révéler une présence humaine préalable. On comprend mieux alors pourquoi, à l'époque, ni le capitaine Duhamel, ni les louvetiers d'Enval, ni même François-Antoine de Beauterne n'ont jamais soupçonné l'existence d'un assassin humain dissimulé derrière ces atrocités. À moins qu'ils aient été au courant, plus ou moins, on ne sait pas. Ils n'ont jamais eu de raison de douter de l'origine exclusivement animale des attaques, ou en tout cas de communiquer sur une piste humaine. La peur collective, la panique générale et la méconnaissance, notamment zoologique et criminologique, faisaient que l'idée même d'un tueur humain passant derrière la bête était impensable. Cette hypothèse humaine est enfin renforcée par les étranges déplacements de la bête, semblant parfois suivre des chemins trop précis pour être ceux d'un simple animal sauvage. Le docteur Puech a lui-même relevé une étrange régularité dans ses trajets. Jamais moins de 5 jours ne s'écoulaient entre deux attaques impliquant une décapitation, ce qui, selon lui, suffisait amplement à un homme pour parcourir tranquillement la distance séparant les lieux des différents crimes. À cette époque, les habitants du Gévaudan parcouraient facilement des dizaines de kilomètres à pied par jour. Le complice humain de la bête pouvait donc aisément suivre ou devancer l'animal, organisant à sa guise ses atrocités. J'avais mentionné dans un épisode précédent que dans des descriptions faites de la bête, on retrouvait une peau trop dure pour être percée par les lames, un liseré noir sur le dos et une couleur roussâtre. Et ces détails physiques ne sont pas anodins, car beaucoup pensent que cette bête aurait pu être habillée d'une cuirasse, sûrement en peau de sanglier, très dure au toucher et très difficile à percer, attachée autour de son corps. Si cette cuirasse a existé, elle prouve non seulement le dressage de l'animal par un humain, qui a veillé à ce qu'il ne lui arrive rien, mais aussi le fait qu'elle ait été destinée à être une bête de combat. Encore une fois, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais cette hypothèse du dressage est vraiment féroce. Et puis, une autre question surgit. Comment ce meneur humain pouvait-il espérer retrouver à chaque fois sa bête sur ce territoire aussi vaste que sauvage ? Là encore, la réponse pourrait être simple. Comme tout chien ou loup domestiqué, la bête était capable de retrouver seule son maître grâce à son flair et à son sens de l'orientation. Elle revenait naturellement vers celui qui l'avait dressée, nourrie et entraînée depuis ses premiers jours à tuer méthodiquement des êtres humains. Ce dressage, encore une fois, est une théorie qui revient souvent. Loin d'être une aberration, cette hypothèse humaine éclaire brutalement les zones d'ombre que l'histoire officielle du Gévaudan a toujours laissées dans les ténèbres. Mais malgré toutes ces preuves troublantes, la bête incarne parfaitement cette figure monstrueuse, une incarnation naturelle des peurs les plus profondes, et permet à chacun d'éviter une réalité trop insupportable. Celle d'un sadique, d'un assassin, qui rôde parmi eux, peut-être même connu de tous.
l'ombre humaine plane désormais sur l'histoire du Gévaudan avec une clarté troublante. Et peut-être est-ce là la vérité la plus insupportable de cette histoire, savoir que la vraie bête, bien humaine, celle que nous devrions craindre, n'est jamais loin. La piste humaine, celle que nous avons explorée aujourd'hui, ne peut pas être ignorée. Elle restera là, qu'on y croit ou non, et nous rappelle que les plus grands monstres ne sont pas ceux que nous imaginons, mais bien souvent ceux que nous refusons de voir. Merci d'avoir écouté ce 10e épisode de la saga de l'été. J'ai hâte d'avoir tous vos commentaires pour connaître votre avis sur cette théorie humaine. Si vous aimez ce podcast comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon pour que je continue à vous raconter toujours plus de crimes oubliés. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite.